Le jardinier Jan Nowak a disparu dans la matinée du 6 mai dans le jardin monastique de Sainte-Claire, près de Cracovie. Les caméras de surveillance ont clairement enregistré son entrée dans le jardin exactement à 6h47, mais il n'est plus apparu nulle part. Sa disparition a soulevé de nombreuses questions et suspicions, mais les enregistrements des caméras ont particulièrement attiré l'attention, montrant que Jan n'a jamais quitté le territoire du jardin, du moins officiellement. Ce matin-là, Jan est arrivé comme d'habitude, 21 minutes avant 7h, pour s'occuper des travaux de jardinage réguliers. Il a laissé son vélo près de la petite porte menant à la cour intérieure du monastère et est entré à l'intérieur, tenant dans ses mains un gros rouleau de corde pour attacher les arbustes. À 6h47, les caméras ont fixé sa silhouette disparaissant dans l'ombre des parterres et des arbres du jardin. La dernière image, Jan passe lentement devant le tas de compost, comme s'il examinait ou vérifiait quelque chose. Ensuite, rien, comme s'il s'était évaporé dans l'air. Bien que les caméras n'aient pas enregistré la sortie de Jan, quelque chose a pu être découvert rapidement. Près du tas de compost, on a trouvé sur le sol des traces fraîches de chaussures pointure 43, exactement celles que portait Jan. L'attention de la police a également été attirée par un petit détail. Près du tas de compost, l'herbe était perturbée, comme si quelque chose avait été traîné sur le sol très récemment. Mais la découverte la plus étrange attendait la police plus tard. Dans la poubelle de la cuisine commune du monastère, ils ont trouvé un reçu déchiré. C'était un document bancaire témoignant d'un virement sur un certain compte caritatif. Le nom du bénéficiaire était déchiré. Et pendant que les experts étudièrent son origine, un autre fait étrange est devenu connu de l'enquête. Le matin du jour suivant, sœur Agatha, une des religieuses, est apparue à la prière avec de profondes égratignures sur le poignet gauche. À la question sur l'origine des blessures, Agatha a calmement répondu qu'elle s'était blessée dans le jardin. Mais cette explication n'a pas satisfait la police, car on l'avait vue la nuit là où elle n'avait pas besoin d'être. Le soir du même jour, l'enquête avait déjà 2 suspects. Le premier était le frère cuisinier Łukasz, qui était depuis plusieurs mois en relation tendue avec Jan. Les voisins et les paroissiens avaient entendu à plusieurs reprises des disputes bruyantes entre eux. La raison des conflits n'était pas claire, mais le fait de désaccord avait été confirmé par de nombreux témoins. La seconde suspecte s'est avérée être sœur Agatha. Malgré sa réputation de personne calme et tranquille, Agatha était étrangement souvent remarquée dans ces endroits du jardin où même les autres religieuses n'allaient pas. Dans la nuit de la disparition du jardinier, elle avait été clairement remarquée près de la partie nord du jardin, celle-là même où l'on a trouvé plus tard les traces de chaussures et d'étranges dommages sur la pelouse. Le soir du 7 mai, la police a procédé à la première inspection des locaux du monastère. Une attention particulière a été accordée aux affaires personnelles du personnel et des habitants du monastère. C'est dans le casier de Łukasz qu'on a trouvé des gants de jardinage avec des taches sombres de couleur brune. Les gants ont été immédiatement envoyés pour expertise et Łukasz a été temporairement suspendu de son travail et placé sous surveillance spéciale. Łukasz lui-même, répondant aux questions de l'enquête, était peu loquace et nerveux. Il affirmait que les taches sur les gants étaient apparues après avoir découpé de la viande. Personne ne l'a cru, mais il n'y avait pas encore de preuves directes contre lui. Le soir du même jour, la police a décidé d'utiliser un chien de service pour rechercher les traces de Jan sur le territoire du jardin. Le berger allemand a suivi avec assurance la route du jardinier disparu. Le chien s'est dirigé directement vers le tas de compost et s'est soudain figé, comme s'il avait senti quelque chose sous la couche de vieilles herbes et de terre. Les policiers se sont tendus. Les lampes ont éclairé le point que regardait le chien. Mais l'officier a soudainement donné l'ordre d'arrêter le travail et de reporter les actions suivantes au matin, se référant à l'obscurité tombée et à l'impossibilité d'assurer un examen complet du lieu. Le matin du 8 mai est arrivé. Le jardin était déjà bouclé. L'enquête s'est élargie, attirant des forces supplémentaires de la direction centrale de la police de Cracovie. Le matin du 9 mai a commencé de manière tendue. Pendant que les enquêteurs examinaient le jardin monastique, l'attention de l'enquête était entièrement absorbée par le frère Łukasz. La veille, après l'expertise,
Les taches sur ses gants avaient été officiellement reconnues comme du sang de bœuf, et il semblait que cela levait tous les soupçons sur le tranquille cuisinier du monastère. Mais maintenant, alors que la police comptait simplement clarifier les détails et fermer la question sur Łukasz, la situation a radicalement changé. L'enquêteur Krzysztof Jaworski, qui dirigeait l'affaire, a invité Łukasz pour un interrogatoire répété afin de fixer définitivement ses témoignages. L'interrogatoire a commencé à 9h30. Pendant les 15 premières minutes, Łukasz s'est comporté de manière retenue, mais était visiblement nerveux. L'enquêteur lui a proposé un verre d'eau, mais Łukasz a refusé, ne détournant pas le regard de la fenêtre, comme s'il s'attendait à voir quelqu'un dans la rue. À 9h48, l'enquêteur a dû sortir d'urgence du bureau. Il a été distrait par un appel téléphonique inattendu des experts, qui ont communiqué de nouveaux détails sur le reçu financier du monastère. Seulement quelques minutes plus tard, quand Jaworski est revenu dans le bureau, la chaise en face était vide. Łukasz avait disparu, laissant seulement la porte du bureau légèrement ouverte. L'alerte a été immédiatement donnée. Les policiers ont vérifié tout le commissariat et le territoire adjacent, mais Łukasz n'était nulle part. La première analyse du téléphone portable de Łukasz, laissé dans le bureau, a montré un tableau étrange. 30 appels manqués d'un numéro inconnu. Le téléphone de Łukasz s'est avéré être le plus simple. Un ancien appareil à touche, sans GPS ni Internet, modèle 2020. Les experts ont immédiatement commencé à établir le propriétaire du numéro inconnu. Parallèlement, les enquêteurs ont parlé avec le compagnon de chambre de Łukasz, le frère Mateusz. Mateusz a confirmé que dans la nuit du 6 mai, quand Jan Nowak a disparu, Łukasz était effectivement avec lui dans la cuisine du monastère. Il ne s'était absenté nulle part, préparait de la viande pour le déjeuner festif et s'était même coupé. Cette information a confirmé l'alibi de Łukasz, mais sa fuite soudaine a éveillé des soupçons d'un autre ordre. La police est revenue à la question des taches sur les gants de Łukasz, ayant déjà officiellement exclu leur implication dans l'affaire Jan Nowak. L'expertise a confirmé « Les taches appartenaient à l'origine animale. C'était du sang de bœuf, livré avec les abats tôt le matin du 6 mai pour la cuisine monastique. » Le fournisseur de viande de la boucherie locale l'a confirmé documentalement et a donné des témoignages à l'enquête. Néanmoins, cela n'expliquait pas la disparition soudaine de Łukasz. Dans la police est apparue une conclusion prudente. Peut-être que Łukasz avait paniqué, ayant peur qu'on puisse le piéger. Cependant, ce n'était qu'une supposition, non soutenue par des faits, et l'enquête ne pouvait pas baser ses conclusions définitives sur cela. Après la disparition de Łukasz, une nouvelle version est apparue dans la police, déjà non directement liée au jardinier Nowak. Maintenant, l'attention était dirigée sur les appels inconnus au téléphone de Łukasz. L'enquête a commencé à considérer la possibilité que le cuisinier du monastère ait simplement eu peur de celui qui tentait obstinément de le joindre tous ces jours. Les enquêteurs ont eu une version. Łukasz a disparu, craignant pour sa sécurité, et non à cause d'une culpabilité directe. Mais il n'y avait pas encore de preuve de cette version. Le soir du même jour, la police a reçu l'impression officielle des appels du téléphone de Łukasz. Le numéro d'où provenaient les 30 appels s'est avéré être enregistré au nom d'une femme, vivant directement dans le monastère de Sainte-Claire. La coïncidence semblait étrange, compte tenu des règles strictes du monastère et de l'absence totale de téléphone personnel chez la plupart des religieuses. L'enquêteur Jaworski a ordonné d'établir d'urgence l'identité et d'interroger la propriétaire du numéro. Le décodage des appels est prévu pour le jour suivant. L'enquête prend la décision de reporter l'attention à l'intérieur du monastère et d'étudier plus profondément les liens internes de la communauté monastique. Au matin du 10 mai, l'enquête a déplacé son focus à l'intérieur du monastère. Les policiers, ayant reçu les conclusions préliminaires de l'expertise, ont commencé le travail avec les documents comptables, étudiant soigneusement les flux financiers de la communauté. Parmi les papiers trouvés dans le bureau de sœur Agatha, économe du monastère, une grave incohérence a été révélée. Environ 12 000 zlotys, alloués à des fins caritatives, avaient pas simplement disparu des livres comptables. L'argent avait été passé par une série de reçus bancaires au nom de l'organisation caritative Fonds d'aide aux enfants. Cependant, la signature sur ces documents soulevait des doutes chez les experts criminalistiques
Sur un des reçus, les criminalistiques ont clairement identifié la signature du jardinier Jan Novák, disparu 4 jours plus tôt. La signature paraissait naturelle et habituelle, mais après une vérification plus détaillée, s'est avéré être un faux habile. Les experts ont unanimement confirmé le jardinier n'avait pas signé ses papiers lui-même. L'enquête a rapidement établi que le reçu trouvé précédemment dans la poubelle de la cuisine monastique pour le virement bancaire correspondait complètement par le numéro et la date avec un des reçus découverts dans la comptabilité. Ainsi, il était confirmé que quelqu'un tentait spécifiquement de cacher les traces du faux en détruisant des documents importants. La police a commencé à clarifier qui exactement avait accès au sceau du fonds et pouvait effectuer des opérations financières au nom du monastère. L'abbesse a officiellement déclaré que l'accès au sceau n'était détenu que par 3 personnes. Elle-même, sœur Agatha, économe du monastère, et sœur Zofia, religieuse, responsable de la pharmacie et de la partie économique. Ces 2 dernières avaient le droit d'effectuer des paiements et de mener des affaires financières, tandis que l'abbesse gardait personnellement le sceau dans son bureau et le transmettait strictement sur demande. Les policiers ont immédiatement posé la question clé à l'abbesse. Laquelle des personnes mentionnées utilisait le plus souvent le sceau du fonds ces dernières semaines? La réponse de l'abbesse était concrète et brève. Le plus souvent, le sceau était demandé par sœur Agatha, économe du monastère, car c'était précisément elle qui effectuait régulièrement les opérations financières et menait les calculs pour les projets caritatifs. Zofia utilisait le sceau beaucoup plus rarement, exclusivement dans les cas d'acquisition de médicaments et d'articles ménagers. Les témoignages ont été fixés par l'enquêteur Jaworski et sœur Agatha a été temporairement suspendue de l'exécution de ses devoirs, une vérification officielle de tous ses rapports et documents étant prévue pour le jour suivant. Pendant ce temps, des soupçons temporaires sont tombés sur l'abbesse elle-même. L'enquête a fait remarquer qu'elle était le principal détenteur de la signature et du sceau et pouvait potentiellement sanctionner les virements. L'abbesse a été convoquée pour un entretien séparé, où elle a calmement fourni un alibi détaillé pour le 4 mai, jour de réalisation du dernier virement. À ce moment-là, elle donnait une conférence pour les paroissiens au centre catholique urbain, confirmée par les témoignages d'environ 30 personnes. L'enquêteur Jaworski a décidé de revérifier les témoignages. La police a demandé les enregistrements de la caméra de vidéosurveillance de la banque où était effectué le virement suspect. Les policiers ont reçu l'enregistrement vidéo de la caméra bancaire du hall, sur laquelle était fixée une femme en manteau gris, effectuant l'opération le 4 mai à 11h23. La taille de la femme, les experts ont pu la déterminer assez précisément, environ 160 cm. À ce moment, les soupçons envers l'abbesse du monastère ont été définitivement levés. Sa taille était significativement plus élevée, 170 cm, ce qui excluait complètement sa participation à cet épisode. L'abbesse a été immédiatement écartée des soupçons et le focus de l'enquête s'est définitivement déplacé sur les 2 autres femmes ayant accès au sceau, sœur Agatha et sœur Zofia. L'enquête s'est immédiatement recentrée sur l'étude des personnalités des sœurs Agatha et Zofia, commençant la préparation de leur interrogatoire détaillé. Le petit matin du 12 mai s'est avéré frais et nuageux. Le groupe d'enquête est de nouveau arrivé dans le jardin monastique de Sainte-Claire. Cette fois, les policiers ont obtenu la permission officielle pour un examen plus approfondi du territoire du jardin, en particulier la zone près du tas de compost, où quelques jours auparavant le chien de service avait montré un intérêt inhabituel. Cette fois, les maîtres chiens ont de nouveau introduit le chien de recherche. Le chien a presque immédiatement manifesté de l'inquiétude, commençant à creuser le sol à la base du tas de compost. Les policiers ont prudemment commencé les fouilles. À environ 40 cm de profondeur, une veste de travail usée a été découverte. Elle a été prudemment extraite de la terre, emballée et envoyée pour expertise immédiate. La première vérification de la veste sur place a donné des résultats alarmants. Le tissu était criblé de nombreux dommages perforants et sur la poche intérieure se distinguaient clairement des boutons de marque qui appartenaient sans aucun doute à la veste du jardinier Jan Novák. Les enquêteurs ont compris qu'il s'agissait maintenant certainement non pas simplement de la disparition d'une personne,
mais d'un crime grave. Ce même jour est apparue une nouvelle témoin, sœur Anna, jeune postulante, qui s'était récemment jointe au monastère. Jusqu'à ce moment, Anna n'avait pas donné de témoignage. Cependant maintenant, elle a décidé de s'adresser à la police elle-même. Selon ses dires, dans la nuit du 5 au 6 mai, quand le jardinier Jean a disparu, elle s'est réveillée d'un rêve anxieux et s'est approchée de la fenêtre. La jeune fille a clairement vu une faible lumière de lampe de poche dans la région du tas de compost. C'était approximativement entre 2h30 et 3h du matin. L'enquêteur Krzysztof Jaworski a attentivement écouté la témoin et a demandé si elle pouvait distinguer celui qui tenait la lampe de poche. Anna a répondu avec incertitude que la silhouette était floue, mais elle avait bien entendu la voix, et c'était clairement une voix féminine. La jeune fille ne pouvait pas nommer un nom avec certitude, mais était sûre que quelqu'une des religieuses se trouvait près du compost précisément cette nuit-là. L'enquête a immédiatement tenté de clarifier la situation avec la lampe de poche. À la question de qui dans le monastère avait accès à la lampe de poche portable, la postulante Anna a dit qu'elle ne l'avait vue auparavant que chez sœur Agatha, économe du monastère, qui parfois allait vérifier les locaux économiques le soir. Mais la jeune fille ne pouvait pas affirmer fermement que c'était précisément Agatha cette nuit-là. La voix lui avait semblé familière, mais elle ne pouvait pas donner de précision. À la suite de ces témoignages incertains, sœur Agatha a de nouveau été convoquée pour des clarifications. Cependant, elle continuait à nier tout déplacement nocturne, déclarant qu'elle n'avait jamais utilisé la lampe de poche en dehors du bâtiment du monastère. Au cours de l'analyse préliminaire, les enquêteurs ont réfléchi au fait que la découverte de la veste pouvait être une preuve spécialement plantée, destinée à détourner l'attention du véritable lieu du crime. La veste était trop évidemment enterrée à faible profondeur, et cela a semblé suspect aux enquêteurs. Sur place, aucun autre objet n'a été découvert, hormis la veste elle-même, ce qui a renforcé les doutes. L'enquête ne pouvait pas encore confirmer ou réfuter cette théorie. Dans la seconde moitié de la journée, les enquêteurs ont décidé d'utiliser un détecteur de métaux. L'instrument a inopinément donné un signal clair, indiquant un objet métallique caché sous une couche plus profonde de sol à la base du tas de compost. Le chef du groupe d'enquête a ordonné d'arrêter temporairement les fouilles et d'attendre l'obtention d'un mandat officiel pour une exhumation complète, car cela pouvait devenir une étape clé de l'enquête, nécessitant le respect de toutes les formalités. Au matin du jour suivant, le 13 mai, une exhumation complète du secteur a été prévue. Le médecin légiste, les criminalistiques et le procureur ont reçu des instructions pour arriver sur place exactement à 7h pour commencer l'examen minutieux. Le matin du 13 mai 2024, le groupe d'enquête a finalement obtenu le mandat autorisant l'exhumation complète dans le jardin monastique. Les fouilles ont commencé exactement à 700 et ont duré 3 heures. Le médecin légiste et les criminalistiques ont soigneusement extrait de sous le tas de compost des restes qui ont été identifiés comme appartenant au jardinier, Jan Nowak. L'expertise judiciaire a confirmé l'heure du décès, 6 mai, approximativement à 20h15. Le caractère des blessures témoignait que le crime avait été commis avec l'utilisation de ciseaux de jardinage. Les blessures par perforation-coupure indiquaient clairement un outil qui a été trouvé plus tard dans la remise du monastère. Les experts ont utilisé le luminol qui a révélé des traces soigneusement nettoyées du sang de Nowak sur les ciseaux. L'enquête s'est rapidement approchée du dénouement après que les criminalistiques ont établi que sœur Agatha avait donné ses chaussures au pressing le 7 mai. Les traces de sol de ces chaussures correspondaient complètement aux échantillons de terre du tas de compost. Ensuite ont été identifiées les empreintes digitales de sœur Zofia sur la civière qui avait été utilisée pour déplacer les restes de Jan dans la nuit du 6 au 7 mai. Par la suite, les événements se sont développés rapidement. Dans la cellule de sœur Agatha, lors d'une perquisition officielle, les enquêteurs ont découvert des documents comptables sur les détournements d'argent du fonds. Ils se trouvaient dans une cachette aménagée dans un tiroir avec un double fond. Dans le même temps, une nouvelle vérification des enregistrements vidéo bancaires a confirmé que c'était précisément sœur Zofia, mesurant 165 cm, qui retirait l'argent sur les faux reçus le 4 mai. Zofia
tombant sous de sérieux soupçons, a révélé encore un fait important. C'était elle qui appelait obstinément Lukáš, le frère cuisinier, tentant de le convaincre de se taire sur le conflit qui s'était produit dans la cuisine du monastère entre le jardinier et Agatha peu avant le crime. Effrayé par la pression, Lukáš s'était enfui et s'était temporairement caché. Il a été confirmé que la veste du jardinier trouvée précédemment avait été jetée précisément par Agatha. L'enquête a fermé la fausse piste, établissant que l'objet était une tentative de détourner l'attention de la police du tas de compost et de gagner du temps. Le procès judiciaire n'a commencé qu'à l'été 2025 et a suscité un énorme intérêt public. Le jour de l'audience décisive, le 15 septembre, dans la salle du tribunal de district de Cracovie, étaient présents des dizaines de journalistes et d'habitants locaux. Dans les audiences finales, Agatha tentait désespérément de rejeter la faute sur sœur Zofia, affirmant que celle-ci était l'initiatrice des détournements et contrôlait complètement ses actions. En réponse, Zofia a présenté au tribunal une correspondance dont il ressortait clairement que c'était précisément Agatha qui insistait sur une conversation personnelle avec le jardinier le soir du 6 mai, craignant visiblement qu'il ne signale à la police les machinations financières. Le jardinier, comme il est devenu clair des documents, avait précédemment découvert par hasard des preuves des détournements et avait l'intention d'en informer l'abbesse du monastère. Le juge a sévèrement interrompu les accusations mutuelles des religieuses et a souligné que les preuves indiquaient une responsabilité égale des deux femmes. Le tribunal a annoncé le verdict définitif. Les sœurs Agatha et Zofia sont reconnues complices d'un crime grave et condamnées à 18 ans de prison chacune. L'affaire a été officiellement close. Cependant, malgré les preuves exhaustives, un détail est resté sous le sceau de l'incertitude. L'enquête n'a pas pu établir définitivement si le meurtre du jardinier Jan Nowak avait été préalablement planifié par les religieuses ou si c'était un accident tragique, conséquence d'un conflit soudain. Le 20 septembre 2021, la police de Prague ouvre la porte d'une salle de bain commune et se trouve face à une scène presque incroyable. Sur le sol froid carrelé gît Kristina Novakova, 23 ans. Elle est extrêmement affaiblie, réagit difficilement aux personnes autour d'elle, mais l'essentiel, elle est vivante. Et il n'y aurait rien d'extraordinaire, n'était une circonstance. Kristina n'était pas sortie de cette pièce depuis presque 4 ans. À première vue, la pièce ne diffère pas des salles de bain typiques qu'on peut voir dans n'importe quel appartement. Baignoire, carrelage au sol, douche, une petite fenêtre en haut et une porte verrouillée de l'intérieur. Sauf que cette porte n'est pas ordinaire. Elle est équipée d'une serrure qui ne peut être ouverte que de l'extérieur en utilisant un tournevis spécial. C'est-à-dire qu'étant à l'intérieur, il est presque impossible de sortir par soi-même. Quand les experts criminalistiques examinent les lieux, ils trouvent au sol 3 emballages vides de médicaments antipsychotiques, fabriqués en 2017. 4 ans. C'est précisément le temps que, présumément, Kristina a passé là. L'humidité dans la pièce était constamment élevée, ce qui est confirmé par ses mains et pieds. Il présente de sérieux dommages dus à l'exposition prolongée à l'eau et à l'humidité. Les parents de Kristina, l'ingénieur Martin Nowak et sa femme Eva, reçoivent la police calmement. Ils informent immédiatement que leur fille est dans la salle de bain de son plein gré. De plus, la mère assure aux enquêteurs qu'une telle décision étrange est une recommandation du psychiatre. Mais les parents ne peuvent présenter aucun document médical ou prescription qui confirme cela. Les soupçons de la police se portent immédiatement sur les parents. Le premier et plus évident suspect est le père, Martin Nowak. Il est ingénieur, un spécialiste technique, qui a de la familiarité avec les outils et peut facilement manipuler des serrures de ce type. C'est lui qui montre à la police comment fonctionne le mécanisme de la porte et souligne « L'ouvrir de l'intérieur est impossible si on n'utilise pas un outil spécial de l'extérieur ». Selon le père, la dernière fois qu'il a ouvert la porte était il y a 1 semaine, après quoi Kristina, soi-disant, est retournée s'enfermer là-dedans. La mère, Eva Novakova, semble composée et calme.
Elle répond volontiers aux questions des enquêteurs et répète avec confiance « Christina s'est enfermée seule et refusait de sortir ». Eva affirme qu'elle nourrissait sa fille, lui passant de la nourriture sous la porte. Ces derniers jours, Christina refusait soi-disant de manger, raison pour laquelle son état s'est aggravé. Mais pourquoi la mère n'a pas cherché d'aide médicale ? Elle n'a pas pu l'expliquer. Entre en scène la voisine de la famille Novak, Zuzana Kovachova. Elle raconte à la police qu'elle a plusieurs fois entendu Christina demander de l'aide pendant la nuit. Et, selon elle, cela arrivait toujours quand, dans l'appartement, en plus de la fille, il n'y avait que le père. La voisine affirme même que la mère, à ces moments-là, n'était pas à la maison, passant fréquemment la nuit chez ses parents. Cependant, quand la police vérifie ces déclarations, elles ne sont pas confirmées par d'autres voisins. Il s'avère que personne, sauf Zuzana, n'a entendu de cris étranges ou de demandes d'aide. L'enquête décide de ne pas se fixer sur la version de la voisine. Pour l'instant, ce ne sont que des mots qui ne sont pas confirmés par des faits. Pendant ce temps, les experts criminalistiques font une découverte inattendue. L'examen médico-légal montre que la dernière fois que Christina a mangé était il y a moins de 36 heures. Mais le père affirme que la porte de la salle de bain était verrouillée il y a une semaine. Quelqu'un ne dit clairement pas la vérité. Un des parents a ouvert la porte très récemment et y a laissé de la nourriture. Mais qui et pourquoi cache cela ? Le lendemain, après que la police eut trouvé Christina dans la salle de bain, les agents ont commencé à enquêter minutieusement sur tous les détails de cette matinée. Car quelqu'un, certainement, ne racontait pas toute la vérité. Un intérêt particulier se portait sur le père, Martin Novak. Extérieurement, il restait confiant, presque indifférent, comme une personne pour qui la visite de la police n'est qu'un petit désagrément domestique. Cependant, quelques moments dans son comportement ont immédiatement alerté l'enquête. Tôt le matin du 20 septembre, le même jour où la police a forcé la salle de bain, une caméra IP d'un voisin installée sur le parking près de l'immeuble a filmé une activité inhabituelle de Martin. Il est apparu dans l'enregistrement à 5h12 du matin, un dimanche, bien que normalement à 7h, il soit toujours à la maison. Initialement, rien de suspect dans l'enregistrement. L'homme est simplement sorti de l'immeuble et s'est dirigé vers sa voiture, garée dans le coin le plus éloigné du parking. Cependant, les actions subséquentes de Martin ont fait que l'enquête regarde cet enregistrement de façon répétée. Dans les images, on voit clairement comment le père de Christina ouvre le coffre et fouille longuement à l'intérieur, vérifiant ou réorganisant clairement quelque chose. À un moment donné, la caméra se concentre en gros plan sur deux détails. Une boîte de gants médicaux jetables et un grand pistolet thermique. Ces deux objets ont soulevé des questions immédiatement. À la police, ils comprenaient « Un ingénieur peut avoir n'importe quels outils pour son travail, c'est parfaitement normal. » Mais un dimanche matin, bien avant que les agents ne lui rendent visite, cela semble étrange. Les gants médicaux pouvaient indiquer beaucoup de choses. Avant tout, une tentative de cacher les empreintes digitales. Après tout, toute personne qui a déjà vu des chroniques criminelles sait que ce sont précisément les gants qu'on utilise quand on ne veut pas laisser de traces. La police, naturellement, a présumé cela immédiatement. Martin a dû s'expliquer aux agents quelques heures après que l'enregistrement de la caméra soit arrivé entre les mains de la police. À la question de pourquoi il aurait besoin d'un pistolet thermique un dimanche matin tôt, le père de Christina a répondu calmement qu'il réparait le câblage dans le garage. Soi-disant, celui-ci était tombé en panne la nuit précédente et il n'y avait simplement pas eu d'autre temps pour la réparation. La réponse semblait plausible, cependant, l'enquête a décidé de vérifier. Ils ont demandé les factures d'électricité du garage pour s'assurer qu'il y avait vraiment des problèmes avec le câblage. Cette question est restée ouverte et exigeait une vérification supplémentaire. Mais les gants restaient encore un mystère. Initialement, les agents ont présumé qu'il y aurait des traces d'eau ou de substances de la salle de bain dessus qui pourraient lier le père directement à l'histoire de Christina. Cependant, l'analyse de laboratoire a rapidement dissipé ces attentes. Le toxicologue légiste, en recevant les résultats,
a informé qu'il n'y avait pas de traces d'eau ou d'humidité de la salle de bain sur les gants. La preuve était propre et apparemment, la version de l'implication du père dans les événements de la salle de bain pouvait être écartée. Cependant, au lieu d'eau, on a trouvé sur les gants des traces d'une substance complètement différente, de la résine époxy. L'apparition de résine époxy sur les gants a surpris même les agents expérimentés. Après tout, la résine époxy n'a aucune connexion avec la salle de bain, du moins à première vue. Martin Nowak n'a pas commenté l'apparition de cette substance, et les enquêteurs, pour l'instant, ne se sont pas précipités à lui poser cette question directement. Ils comprenaient que des accusations prématurées ne pourraient que compliquer l'affaire. L'enquête a commencé à chercher soigneusement des traces de résine époxy dans l'appartement et dans les affaires personnelles de Martin. Peut-être était-il impliqué dans un projet dont on ne savait encore rien. Peut-être la résine époxy pourrait-elle mener l'enquête vers une histoire complètement différente qui n'aurait aucune connexion avec le confinement de Christina. À ce moment, tout cela restait dans le domaine des suppositions que la police gardait dans le plus strict secret. Le même jour, les agents ont commencé à étudier plus en détail la personnalité de Martin lui-même. Les voisins le décrivaient comme une personne réservée, mais polie. À la maison, il ne participait à aucun scandale, n'avait pas été vu dans des comportements étranges. Au travail, on parlait de lui comme d'un professionnel fiable qui n'était jamais en retard et ne créait pas de problème. Tout cela rendait sa personnalité encore plus mystérieuse. Ce qui surprenait le plus l'enquête était le calme avec lequel Martin envisageait tout ce qui se passait. Dans son comportement, il n'y avait ni panique, ni désarroi. Au contraire, il démontrait un calme accentué, comme s'il savait que la police ne trouverait rien de sérieux. Mais la résine époxy sur les gants était la seule chose qui, pour l'instant, ne s'intégrait pas dans le tableau général. D'où elle venait et quelle relation elle avait avec Martin, la police devait encore le découvrir. L'enquête n'a pas complètement fermé son alibi, mais ne l'a pas non plus accusé prématurément. La présence de Martin dans le parking a été enregistrée de 5h12 à 5h54 du matin. Ce qui s'est passé après devrait être enquêté séparément. À cette étape de l'enquête, les agents ont décidé de regarder plus attentivement la deuxième suspecte, Eva Novakova. C'était à elle maintenant de donner des réponses aux questions que l'enquête n'osait pas poser directement au mari. Après tout, l'un d'eux était certainement impliqué dans ce qui se passait derrière la porte de la salle de bain. Pour comprendre comment Christina s'est retrouvée enfermée dans la salle de bain pendant 4 ans, il faut revenir à août 2017. C'est alors que, pour la première fois, a été prononcée la phrase qui, beaucoup plus tard, deviendrait l'argument de ses parents. Isolement domestique. À cette période, Christina avait accompli 19 ans. Selon son cercle social, le comportement de la jeune fille avait commencé à changer environ 6 mois avant ces événements. Les connaissances avaient remarqué que Christina était devenue réservée et irritable. Mais personne ne pouvait imaginer que cela mènerait à une décision si radicale de la part de sa famille. Le 5 août 2017, les parents vont chercher Christina à la clinique du docteur Marek Bencho, un psychiatre connu de Prague. Dans la note de sortie, il est mentionné que Christina souffre de troubles schizoaffectifs. Officiellement, c'est le diagnostic F25.1 qui exige un suivi médical constant. Le docteur Bencho laisse une recommandation courte, mais importante. Hospitalisation en cas d'aggravation. Les parents reçoivent le rapport officiel et quittent la clinique. Mais au lieu de suivre le conseil du médecin et de chercher une hospitalisation au premier signe d'aggravation de l'état, la famille prend une décision inattendue. Eva Novakova, mère de Christina, expliquera plus tard à la police qu'il craignait l'agressivité. La famille assurait que la jeune fille, parfois, perdait le contrôle, et il craignait que l'hospitalisation ne lui garantisse pas les soins appropriés. Supposément, la décision fut prise de contrôler la situation eux-mêmes sans l'emmener hors de la famille. La police, naturellement, ne pouvait pas ne pas porter attention à une telle décision. L'isolement domestique d'une personne sans prescriptions médicales officielles et contrôle de spécialistes est juridiquement extrêmement questionnable.
Et considérant le développement ultérieur des événements, cela semblait plus qu'étrange. Une des premières questions de l'enquête était évidente. La famille aurait-elle pu décider de manière autonome un tel isolement, sans se concerter avec le médecin traitant? Surtout parce que, comme preuve de la légitimité de leurs actions, les parents se référaient précisément à la recommandation du médecin. La note de sortie de la clinique elle-même, que la famille avait fournie à l'enquête, semblait authentique. Cependant, l'enquête n'excluait pas que la signature du médecin ait pu être falsifiée. Dans la pratique des experts criminels, de tels cas n'étaient pas rares. Pour vérifier cela, la police a demandé une expertise graphotechnique de la signature du docteur Bencho. En attendant, les agents ont commencé à interroger le cercle social de la famille. Parmi les connaissances de la famille, personne n'a confirmé que Christina manifestait une agressivité ouverte. Au contraire, la jeune fille, elle était connue comme une personne calme et tranquille. Elle n'a jamais eu de conflit à l'institution d'enseignement ou dans la rue. Les amis la décrivaient comme amicale et sensible, bien que très réservée dans la dernière année avant l'isolement. Malgré ces contradictions, les parents continuaient à insister sur leur décision. La mère de Christina affirmait que c'était précisément le médecin qui leur avait fait comprendre que, dans des situations complexes, on pouvait contrôler le comportement à la maison. Cependant, ce que signifiait exactement la phrase « contrôler le comportement » dans la compréhension des parents n'a pas été expliqué. Les experts graphotechniques, à ce moment-là, avaient conclu le travail et livré les résultats à l'enquête. La signature du docteur Bencho était absolument authentique. Par conséquent, la recommandation « hospitalisation en cas d'aggravation » provenait réellement du médecin et il n'y avait aucun crime dans la falsification de documents. Il semblait que la version de la falsification s'était défaite d'elle-même. Cependant, juridiquement, la question principale demeurait. Cette recommandation pourrait-elle servir de justification pour un isolement domestique si rigoureux? Les experts criminels et avocats impliqués dans l'affaire ont déclaré unanimement que la recommandation du médecin dans une situation semblable n'exempte pas les parents de responsabilité. Aucune conclusion médicale ne peut justifier le maintien d'un adulte dans un espace fermé sans contrôle médical régulier. En attendant, le docteur Bencho lui-même est resté hors du radar de la police. L'enquête l'a délibérément tenu à l'écart des discussions publiques et n'a pas révélé les détails de sa conversation avec la famille Novak. Personne ne soupçonnait le médecin d'aucun crime, au contraire. La signature dans l'expertise graphotechnique a clairement levé toute suspicion sur lui. La police était de plus en plus intriguée sur pourquoi les parents, ayant une conclusion médicale officielle et la possibilité de recourir à l'hospitalisation, avaient fort préféré faire taire la situation et la résoudre seuls. Ceci était particulièrement surprenant, considérant que la famille s'était considérée comme assez aisée et pouvait se permettre de bons soins médicaux. Dans le contexte de cette histoire, une autre nuance est apparue. Considérant que Christina a disparu de la vie publique au milieu de 2017, les services médicaux de Prague auraient dû démontrer quelque intérêt pour son destin. Mais il n'y a eu aucun contrôle officiel ou vérification de l'état de Christina par les autorités médicales pendant ces années. Il s'avère qu'une personne, pendant plusieurs années, a littéralement disparu du radar des médecins et des services sociaux, ce qui exigeait aussi une enquête séparée. La décision de la famille sur l'isolement a été prise en secret complet. Les voisins n'ont rien remarqué d'inhabituel et les médecins n'ont pris aucune mesure pour vérifier l'état de leur patiente. Tout ceci a généré des questions supplémentaires pour les parents et pour le système médical de Prague. À ce moment-là, l'histoire demeurait encore confuse. Formellement, les documents confirmaient la version des parents. Mais juridiquement, une telle décision de la famille semblait extrêmement vulnérable. L'enquête était confiante qu'elle réussirait bientôt à révéler plus de détails capables de transformer la compréhension de cette affaire. 3 jours se sont écoulés depuis que la police est entrée pour la première fois dans l'appartement des Novak. L'enquête commençait déjà à ressembler à un puzzle complexe, dans lequel manquaient des pièces cruciales. C'est à ce moment que les experts criminels ont fait une découverte inattendue qui pourrait changer le cours de toute l'affaire. Lors d'une inspection plus détaillée de l'appartement, les policiers ont découvert dans le conduit de ventilation un gant de coton gris. À première vue, un objet domestique commun,
qu'on peut trouver dans n'importe quelle maison. Mais c'est précisément sur lui que les experts ont remarqué une petite trace, presque imperceptible, de résine époxy durcie. Précisément, ce petit détail s'est révélé être le chaînon manquant qui pourrait lier la découverte aux événements précédents et à l'un des principaux suspects, le père de Christina, Martin Nowak. Les enquêteurs ont rapidement établi que le gant coïncidait totalement en marque et modèle avec ceux qui avaient été précédemment trouvés dans le coffre de la voiture de Martin. Mais ce n'était pas tout. L'analyse chimique de la résine sur le gant a montré qu'il s'agissait d'une composition spécifique, utilisée pour l'étanchéité des surfaces métalliques. Cette même composition avait été achetée très récemment dans l'un des magasins de bricolage Cochise DIY. De plus, la police a trouvé un reçu qui confirmait cet achat précisément par Martin Nowak. Les agents ont immédiatement convoqué Martin pour un autre interrogatoire. Cette fois, la police avait un motif spécifique. Il fallait découvrir pourquoi il pourrait avoir eu besoin de résine époxy pour la ventilation. Surtout parce que Martin, lors des rencontres précédentes, avait affirmé avec confiance qu'il n'avait réalisé aucun travail de réparation dans l'appartement et n'avait même pas touché le système de ventilation. À toutes les accusations et suspicions, il a répondu calmement, niant toute implication dans cet incident. Selon lui, il a acheté la résine époxy exclusivement pour le garage et ne prévoyait pas et ne pouvait pas l'utiliser dans l'appartement, encore moins dans la ventilation de l'immeuble. Malgré l'inconsistance évidente entre ces déclarations et les faits réels, l'enquête ne s'est pas précipitée avec des conclusions définitives. Il fallait comprendre pourquoi quelqu'un aurait besoin d'appliquer du mastic précisément dans le conduit de ventilation. La première version qui surgit dans la police fut la plus évidente. Quelqu'un avait délibérément scellé la ventilation pour que les sons de la salle de bain ne soient pas entendus par les voisins ou par des personnes étrangères. C'était une hypothèse logique et terrifiante. La ventilation pourrait vraiment servir de canal pour la transmission de n'importe quel son, cri ou demande d'aide, que la voisine, Zuzana Kovachova, avait mentionné précédemment. Mais rapidement, des points faibles apparurent dans cette version. Premièrement, l'ouverture du conduit de ventilation, où le gant fut trouvé, n'était pas complètement fermée. La résine avait été appliquée seulement partiellement et ne pouvait pas isoler complètement les sons. Et deuxièmement, l'inspection montra qu'un tel blocage partiel de la ventilation ne pourrait pas être une solution efficace pour une isolation acoustique absolue. Pendant que les agents réfléchissaient sur cette nouvelle piste, une communication inattendue arriva de l'inspection incendie. Les experts du corps des pompiers réalisèrent leur propre vérification du conduit de ventilation de tout l'immeuble pour déterminer comment le scellant avait été appliqué. Les conclusions de l'inspection renversèrent complètement le scénario de l'enquête. Il fut découvert que la résine époxy n'avait pas été appliquée depuis l'appartement des Nowak, mais depuis l'étage du dessous, de l'appartement voisin. Cette découverte remettait en question toutes les suppositions antérieures sur la culpabilité des parents. La police fut confrontée pour la première fois à la version qu'il pourrait y avoir une tierce personne impliquée dans l'affaire, dont l'enquête ne soupçonnait même pas l'existence auparavant. Pour l'instant, personne ne pouvait dire avec certitude lequel des voisins avait accès au conduit et dans quel but il aurait pu utiliser la composition époxy. Mais une chose devint claire, le gant dans la ventilation n'était pas un hasard. La personne qui réalisa les travaux dans le conduit avait probablement perdu celui-ci précisément au moment de l'application du scellant. Et cette personne, qui qu'elle soit, pourrait devenir un témoin clé ou même un suspect. Maintenant, la police devrait observer attentivement les voisins de la famille Nowak. En premier lieu, l'attention des agents se tourna à nouveau vers Zuzana Kovachova, la femme qui témoigna en premier contre le père de Christina et qui avait précédemment mentionné les demandes d'aide nocturne. Précisément, son appartement se trouvait exactement en dessous de l'habitation des Nowak. Si la résine époxy avait été appliquée de là, cela pourrait éclairer les véritables motifs des actions de la voisine, qui n'avait pas soulevé de soupçons particuliers auparavant. À ce stade, l'enquête comprit clairement que l'affaire était plus complexe qu'elle ne paraissait initialement. L'isolement de Christina pourrait être lié non seulement à son diagnostic ou aux actions des parents, mais aussi à des circonstances encore inconnues. Dans cette phase de l'enquête, personne ne se précipitait pour tirer des conclusions définitives.
Le gant avec une goutte de résine époxy devint une nouvelle énigme dans la chaîne d'événements qui ne faisait que se compliquer chaque jour. Et pendant que la police tentait de comprendre qui et pourquoi aurait pu intervenir dans le système de ventilation, l'histoire elle-même dépassait graduellement les limites d'une seule famille et se transformait en quelque chose de beaucoup plus grand et plus sombre. Depuis la découverte du gant dans le conduit de ventilation, l'enquête commença à regarder les voisins avec une attention particulière. Et au centre de cette attention se trouvait Zuzana Kovachova, la femme qui parla en premier des cris de l'appartement des Novak. Jusqu'à ce moment, la police ne la voyait que comme un témoin. Mais maintenant, son rôle acquérait une tonalité complètement différente. Zuzana Kovachova a 44 ans. Femme célibataire, elle vit dans l'appartement directement en dessous de la famille Novak depuis plus de 10 ans. Jusqu'en 2018, elle travailla comme aide-soignante dans la section psychiatrique de l'hôpital municipal de Prague. Ceci fut connu par l'enquête très récemment, quand les policiers vérifièrent sa biographie plus soigneusement. Zuzana elle-même, lors des premiers interrogatoires, préféra ne pas parler de ce fait, et il ne vint à la lumière qu'après une demande à l'hôpital. Zuzana fut licenciée du travail à l'été 2018. La raison formelle, violation de la hiérarchie. Les collègues affirmaient qu'elle se permettait d'interférer dans le processus de traitement, tentant fréquemment de donner des recommandations médicales aux patients, bien qu'elle n'ait aucune formation médicale. La direction de la clinique décida de ne pas divulguer les détails de son licenciement, se limitant à une formulation sèche. Après avoir quitté l'hôpital, Zuzana trouva un emploi comme femme de ménage dans une petite entreprise privée. Quand la police convoqua à nouveau Zuzana pour interrogatoire et demanda pour quelle raison elle ne s'était pas adressée aux autorités, si elle avait entendu pour la première fois des cris de l'appartement des voisins déjà en 2018, la femme ne put donner une explication convaincante. Sa réponse fut courte et pas très crédible. Supposément, elle pensait que c'était la télévision qui fonctionnait trop fort. Cependant, une telle justification semblait assez douteuse, surtout considérant son expérience de travail dans la section psychiatrique. Après tout, Zuzana pouvait certainement distinguer un vrai cri du bruit de la télévision. Les enquêteurs présumèrent que Zuzana aurait pu conseiller informellement la famille Novak, se basant sur son expérience. Ceci pourrait expliquer à la fois son silence, son comportement étrange, et même la connaissance des détails de ce qui se passait dans l'appartement. La femme nia catégoriquement tout contact semblable avec les voisins. Cependant, les agents commençaient déjà à douter de sa sincérité. Pour confirmer ou réfuter la connexion entre Zuzana et la famille Novak, la police réalisa une vérification de ses appels téléphoniques des dernières années. Les résultats furent inattendus et ouvrirent de nouvelles perspectives dans l'affaire. Selon les données de facturation téléphonique, dans la période de 2018 à 2019, eurent lieu pas moins de 26 conversations téléphoniques entre Zuzana Kovachova et Martin Novak. Et ces appels coïncidaient clairement en temps avec la période où, selon Zuzana, elle entendit les cris pour la première fois. Le nombre d'appels était inhabituellement grand, surtout considérant que Zuzana et Martin affirmèrent lors des interrogatoires qu'ils ne se parlaient presque pas. Sur quoi exactement les voisins conversèrent? Pour l'instant, cela restait un mystère. La police ne se précipita pas pour révéler le contenu des conversations. Mais le fait demeurait. Il y avait une connexion entre eux. Après 2019, les appels cessèrent abruptement. Quelque chose changea clairement dans les relations des voisins, mais la police ne comprenait pas encore quoi exactement. À la question de savoir pourquoi les contacts furent soudainement interrompus, Zuzana dit seulement qu'elle ne voyait plus la nécessité de communiquer. Dans ces mots résonna à nouveau la même indéfinition et évasivité qui accompagnèrent tout son interrogatoire. L'enquête décida pour l'instant de ne pas nommer Zuzana comme suspecte officiellement. Son statut demeurait ouvert. Mais les agents penchaient de plus en plus vers l'idée que le rôle de la voisine dans cette histoire était beaucoup plus profond qu'il ne paraissait initialement. Peut-être son silence pendant plusieurs années n'était-il pas seulement une coïncidence, mais partie d'un plan plus grand qui pourrait inclure au minimum un consentement tacite avec ce qui se passait. Parallèlement à ces découvertes, les enquêteurs réalisèrent un nouvel interrogatoire des autres voisins.
aucun d'eux ne confirma avoir entendu des cris de l'appartement des Novak. La seule personne qui insistait constamment sur ce fait était Zuzana. D'un côté, ceci pourrait témoigner de son attention redoublée, et de l'autre, que c'était précisément elle qui attirait intentionnellement l'attention de la police vers la famille des voisins, détournant possiblement l'attention de ses propres actions. Zuzana elle-même ne semblait pas agitée ou préoccupée, malgré la dureté des interrogatoires. La femme était prudente dans ses réponses, ne démontrait pas d'agressivité ou de panique, comme si elle était préparée à un tel tournant des événements. Les agents ne purent s'empêcher de remarquer ceci. Le comportement de la femme les fit penser que, dans cette histoire, tout était beaucoup plus compliqué qu'il ne paraissait initialement. L'enquête devrait découvrir si les appels entre les voisins n'étaient qu'une coïncidence, des consultations personnelles ou quelque chose de plus. Considérant les découvertes précédentes, la police était sûre d'une seule chose. L'histoire de l'appartement des Novak était loin d'être une tragédie familiale. Et maintenant, quand il devint clair que les voisins y étaient impliqués pas moins que les parents, l'enquête se préparait à entrer dans une phase complètement nouvelle, où au centre de l'attention pourrait être non pas la famille Novak, mais Zuzana Kovachova. Pour mieux comprendre l'histoire de Kristina, la police retourna encore une fois au passé. 14 juin 2018, environ un an après que la famille Novak ait pris la décision de l'isoler à la maison. C'est alors que le psychiatre Marek Bencho attira pour la première fois l'attention rigoureuse des autorités médicales de Prague. La raison était un avertissement émis par l'Ordre des médecins pour supervision insuffisante des patients ambulatoires. Dans la liste des patients sur lesquels il y avait des questionnements, se trouvait aussi Kristina Novakova. La vérification officielle montra qu'après la sortie de la clinique, Bencho continua à consulter Kristina à distance. Une fois par mois, environ 30 minutes, il réalisait des appels vidéo par Skype. Cela était formellement permis par les règles, mais considéré comme une pratique non conventionnelle. À cette époque, la télémédecine était déjà répandue, mais était toujours vue seulement comme une forme supplémentaire de supervision, pas la principale. Les inspecteurs ne réussirent pas à trouver des preuves convaincantes pour imposer des sanctions sérieuses aux médecins. Cependant, ils recommandèrent qu'ils tiennent des registres plus soigneux de ces patients ambulatoires à l'avenir. L'affaire fut fermée, se limitant seulement à un avertissement. Les enquêteurs furent très intéressés de savoir pourquoi le médecin, qui connaissait la gravité de l'état de la patiente, préférait les séances à distance, au lieu de visites personnelles ou d'orientation pour hospitalisation. Après tout, l'état de Kristina, selon le témoignage de la mère, ne s'améliorait pas. Au contraire, il empirait chaque mois. Et malgré cela, Bencho confirmait régulièrement la gravité de son état précisément à distance. Lors de l'interrogatoire, le psychiatre déclara à la police qu'il considérait ses actions parfaitement justifiées. Selon ses mots, la mère de Kristina, Eva Novakova, assurait que l'isolement à domicile et les soins constants étaient d'au plus efficaces pour sa fille que le traitement hospitalier. Le médecin ne pouvait pas vérifier personnellement le contraire, puisque toutes ses observations se limitaient à de courts appels vidéo. Mais il affirmait qu'il ne voyait pas de raison de douter des paroles de la mère. Cependant, l'enquête développa une hypothèse de plus. La police supposa que le docteur Bencho pourrait recevoir un paiement non officiel de la famille Novak pour ses consultations régulières à distance. De tels soupçons surgirent parce que ni dans la documentation du médecin ni dans les comptes officiels pour les services de la clinique, ces consultations n'étaient enregistrées. Vérifier cette version directement était difficile. Et pour le moment, elle restait seulement comme une des possibilités. Pendant que la police enquêtait sur les motifs du médecin, surgit inopinément un autre détail plus préoccupant. L'expertise légale des médicaments trouvés dans la salle de bain de Kristina montra une étrange discordance. Les antipsychotiques que la jeune fille prenait pendant les derniers mois, selon les données officielles, furent retirés de production dès 2019. Cependant, les emballages trouvés sur place avaient une date de fabrication de 2021. Cela signifiait que quelqu'un continuait à produire le médicament ou l'importait illégalement. Les spécialistes soulignèrent que le médicament ne pourrait pas être légalement en circulation, et ce fait exigeait une enquête séparée.
mais le canal d'approvisionnement de ces médicaments restait complètement obscur. Le médecin Marek Bencho niait catégoriquement toute implication dans l'achat ou la fourniture des médicaments. Il assurait qu'il ne les avait pas prescrits après la fin de la production officielle et n'avait aucune idée de comment de tels remèdes auraient pu arriver chez les Novak. La police ne se dépêchait pas de révéler les canaux d'obtention des médicaments. Ce mystère pourrait cacher quelque chose de plus grand qu'une simple négligence du médecin ou de la famille. Maintenant, l'enquête comprenait une chose. Quelqu'un maintenait clairement l'accès de la famille Novak aux médicaments interdits. Mais qui et pourquoi le faisait restait inconnu. Un point important était que malgré la violation évidente de l'éthique médicale, il n'y avait pas de preuve directe de connexion criminelle entre le docteur Bencho et la famille. Le fait de l'avertissement de l'ordre des médecins ne constituait pas un crime, mais mettait en doute sa réputation et son professionnalisme. Le psychiatre Marek Bencho continuait à insister que ses motifs avaient toujours été purement professionnels et que le soin du patient était sa priorité. L'enquête portait maintenant une attention spéciale à l'aspect financier des relations entre le médecin et la mère de Christina. Après tout, si le paiement se faisait réellement en espèces et en contournant la clinique, cela pourrait signifier une conspiration qui influença directement la décision de maintenir Christina à la maison et de cacher son état. Pendant ce temps, la police se préparait à demander des rapports financiers de la famille Novak et des relevés bancaires personnels du docteur Bencho pour comprendre s'il existait une connexion non officielle. Mais les résultats de ces vérifications étaient encore à venir. À chaque nouveau fait, l'enquête se compliquait de plus en plus. Maintenant, personne n'était sûr que la décision sur l'isolement à domicile de Christina fût prise exclusivement par ses parents. De plus en plus apparaissaient dans l'affaire de nouvelles personnes dont les motifs semblaient encore non évidents et dont le rôle n'était pas complètement clair. L'expertise des médicaments et les étrangetés dans le comportement du médecin indiquaient clairement que l'affaire avait un second plan, que l'enquête devait encore révéler. La source des nouveaux médicaments restait un mystère sérieux et non résolu, qui pourrait mener à des conséquences complètement inattendues. L'enquête prit un tournant inattendu le 2 octobre 2021. Une opération policière dans l'un des marchés illégaux de médicaments à Prague mena à une découverte importante. Les agents confisquèrent 12 emballages du même antipsychotique trouvé précédemment dans la salle de bain de Christina Novakova. Le vendeur des médicaments était Igor Kovač, mari de la voisine de la famille Novak, Zuzana Kovachova. Ce fut la première connexion sérieuse entre la famille Novak et ses voisins, qui alla bien au-delà des appels téléphoniques et des soupçons domestiques. Igor Kovač était une personne discrète, pratiquement invisible pour les voisins. Il travaillait comme manutentionnaire ordinaire dans l'un des grands entrepôts pharmaceutiques aux alentours de Prague. Tous les jours, Igor arrivait au travail à vélo, parcourant environ 7 km dans chaque direction. L'enquête établit rapidement comment les antipsychotiques arrivèrent aux mains de Kovač. Sur l'enregistrement de la caméra de surveillance, fait le 11 novembre 2020 dans l'entrepôt, on voyait clairement Igor voler plusieurs emballages précisément de ce médicament. Cependant, la police ne pouvait pas encore expliquer pourquoi le manutentionnaire avait besoin spécifiquement de cet antipsychotique rare, qui n'était plus officiellement produit depuis longtemps. Quand Igor s'est retrouvé dans la salle d'interrogatoire, il a refusé de donner toute explication. Son avocat a adopté une position simple et prudente. Mon client utilisait le médicament pour sa consommation personnelle. La version semblait invraisemblable, surtout en considérant la quantité de médicaments volés. Les spécialistes confirmaient. Le volume serait suffisant pour un usage de plusieurs mois, dans un stade très grave de trouble. Mais Igor n'avait aucun diagnostic médical enregistré qui nécessiterait un tel médicament. L'enquête a logiquement supposé que l'objectif du vol était la revente sur le marché clandestin. Prague, comme toute autre grande ville européenne, avait son commerce illégal de médicaments, surtout ceux impossibles à acquérir officiellement. Les policiers étaient certains que c'était là que se dirigeaient les emballages volés. Cependant, un événement est bientôt survenu qui a de nouveau orienté l'affaire vers la famille Novak. Les experts criminalistiques ont examiné soigneusement chaque emballage confisqué d'Igor Kovač et ont découvert que sur l'un d'eux, il y avait une empreinte digitale claire. Cette empreinte digitale appartenait à Eva Novakova.
mère de Kristina. Ainsi fut établie pour la première fois une connexion physique directe entre les voisins et la famille Novak, précisément à travers le médicament volé. Igor Kovač lui-même continuait de garder le silence. Zuzana Kovačová, lors des interrogatoires, semblait surprise, même effrayée. Elle assurait qu'elle n'avait jamais su de telles actions de son mari. Mais l'enquête n'était plus sûre si elle devait faire confiance à ses paroles, surtout après avoir découvert qu'elle travaillait auparavant comme aide-soignante et possédait clairement les connaissances nécessaires pour évaluer la valeur d'un tel médicament. Pour l'instant, la police ne pouvait pas dire exactement comment l'emballage avec le médicament était arrivé entre les mains d'Eva Novakova. Il existait plusieurs hypothèses. Possiblement, la mère de Kristina acquérait les médicaments consciemment, directement d'Igor ou par l'intermédiaire d'un intermédiaire, comprenant qu'officiellement, il n'était plus possible d'obtenir le remède. Ou alors l'emballage aurait pu lui parvenir par hasard, par l'intermédiaire de tiers qui achetaient d'Igor et revendaient les médicaments ensuite. Les opératifs ont vérifié soigneusement les opérations financières d'Eva Novakova au cours de la dernière année, mais aucune transaction suspecte ou de grandes sommes d'argent n'ont été détectées jusqu'à présent. Cependant, l'enquête comprenait déjà. La mère de Kristina jouait définitivement un rôle important dans la chaîne d'approvisionnement d'antipsychotiques. Quelle était sa fonction exacte, acheteuse, intermédiaire ou simplement consommatrice occasionnelle, restait un mystère. Quant à Igor Kovač, la police le traitait aussi avec prudence. Malgré le crime évident, vol de médicaments du dépôt, il semblait plutôt une figure mineure dans un schéma beaucoup plus large. L'enquête n'avait pas de base pour considérer qu'il planifiait de fournir des médicaments spécifiquement pour la famille Novak. Il était très probable que la mère de Kristina était simplement l'un des nombreux acheteurs sur le marché clandestin. Cependant, on ne pouvait nier que le voisinage et les relations proches entre les familles augmentaient significativement la probabilité de leur coopération étroite. L'enquête a décidé de travailler cette ligne d'investigation avec le maximum de détails. La question de comment exactement Eva obtenait le médicament était restée ouverte. Ce qui intéressait le plus l'enquête était si elle savait sur l'illégalité de l'origine des médicaments ou si elle les considérait parfaitement légaux et achetait simplement du voisin sans approfondir les détails. En tout cas, maintenant elle devait donner des explications claires. À partir de ce moment, le focus de l'enquête se déplaçait graduellement vers la personnalité d'Eva Novakova et son rôle réel dans cette histoire. Jusqu'alors, la mère de Kristina semblait plutôt une victime des circonstances et de la tragédie familiale. Mais maintenant, sa position pourrait changer drastiquement. La nouvelle découverte a compliqué drastiquement l'enquête et a ajouté encore plus de questions à l'histoire déjà complexe et confuse. Les enquêteurs savaient que cette affaire devenait plus difficile chaque jour et sa fin, probablement, ne satisferait personne qui y était impliqué. Le 10 octobre 2021, la police a reçu les résultats de la vérification financière d'Eva Novakova. L'attention de l'enquête a été attirée par un schéma inhabituel de ses opérations monétaires, qui différait drastiquement des dépenses domestiques typiques de la famille. Selon les rapports, depuis le début de 2019 et jusqu'au moment de l'ouverture de la salle de bain, Eva retirait régulièrement de l'argent de son compte bancaire personnel. Cela arrivait tous les 2 mois, toujours avec la même somme, 400 €. Considérant la régularité et la précision des montants, les enquêteurs ont immédiatement suspecté que cet argent était destiné au paiement de certains services sur lesquels la femme n'avait pas informé auparavant la police. Cependant, la transaction la plus inhabituelle a eu lieu récemment, le 5 août 2021, un peu plus d'1 mois avant que la police trouve Kristina. Ce jour-là, Eva Novakova a soudainement fait un virement de 1 200 € sur le compte bancaire du docteur Marek Bencho. Le virement était accompagné de la notation « Consultation ». Ce fut le premier et unique paiement fait officiellement par la banque, et non en espèces, comme auparavant. La police a décidé d'appeler immédiatement Eva Novakova pour un nouvel interrogatoire. À la question sur le transfert inhabituel d'argent au psychiatre, la mère de Kristina a répondu avec beaucoup de calme. Elle affirmait que le docteur Bencho exigeait un paiement anticipé pour la future hospitalisation de Kristina, qu'il prévoyait, soi-disant, réaliser encore à l'automne de cette année.
Selon son explication, les paiements précédents en espèces étaient également destinés aux médecins, soi-disant justement pour ses consultations régulières à distance et recommandations. Pourquoi cette fois le transfert était officiel et non en espèces? Eva l'a expliqué simplement. Selon le médecin, la somme était trop importante pour être remise personnellement. La version elle-même sonnait assez logique. La famille pourrait vraiment être en train de planifier l'hospitalisation, surtout en considérant la situation avec la pandémie de Covid-19 qui aurait pu empêcher de le faire auparavant. La police a même commencé à pencher vers l'idée que la mère pourrait sincèrement essayer d'assurer le traitement de sa fille et être simplement devenue otage des circonstances. Cependant, l'enquête était habituée à vérifier tout soigneusement. Les opérateurs se sont dirigés vers le docteur Bencho pour confirmation de la version de la mère. Sa réaction fut complètement inattendue. Dans une lettre officielle à l'avocat, le médecin Bencho a nié catégoriquement avoir jamais planifié ou discuté avec la famille l'hospitalisation de Christina. De plus, il a déclaré n'avoir jamais exigé des Novak aucun paiement anticipé et le transfert d'argent en août 2021 fut pour lui une complète surprise. Bencho était même disposé à présenter ses relevés bancaires pour confirmer qu'il n'avait jamais reçu auparavant aucun paiement en espèces de la famille Novak. Ainsi, devant l'enquête surgit un problème complètement nouveau. Quelqu'un mentait clairement. Soit la mère de Christina qui insistait obstinément sur la version avec hospitalisation et paiement régulier de consultation, soit le docteur Bencho lui-même qui affirmait le contraire et niait tout accord. Les deux variantes semblaient également convaincantes et simultanément également suspectes. L'enquête a vérifié les documents financiers du médecin et pour l'instant n'a découvert aucune contradiction dans son témoignage. Mais restait la question ouverte de pourquoi il ne s'était pas adressé à la police après avoir reçu l'étrange transfert. Également, les enquêteurs ne pouvaient pas comprendre pourquoi la mère avait eu besoin de documenter si évidemment le paiement, si toutes les sommes précédentes avaient toujours été en espèces et n'avaient qu'à laisser aucune trace bancaire. Les experts criminalistiques ont supposé qu'Eva aurait pu ainsi créer un alibi officiel au cas où la police commencerait à vérifier l'historique de la maladie et du traitement de Christina. D'autres croyaient que la mère était sincère dans ses tentatives d'aider sa fille. Et le médecin, pour quelque raison, refusait ses paroles pour éviter la responsabilité pour d'éventuelles violations de l'éthique médicale. La version selon laquelle la mère prévoyait d'interner sa fille dans la clinique et que cela fut empêché par la pandémie semblait assez raisonnable. Cependant, sa véracité était maintenant sous grand doute. Le transfert de 1 200 € semblait une action très planifiée et évidente, comme si spécialement destinée à attirer l'attention de la police et fixer certains accords. Pendant ce temps, les enquêteurs ont étudié soigneusement les conversations téléphoniques et correspondances de la mère avec le docteur Bencho dans les derniers mois. Ils n'ont trouvé aucune confirmation claire de la version sur l'hospitalisation. La communication de la mère avec le médecin était toujours restée extrêmement brève et neutre, et nulle part n'était mentionné ni clinique, ni paiement anticipé, ni même future hospitalisation. La tension entre Eva Novakova et Marek Bencho devenait de plus en plus évidente. C'était clair pour l'enquête. Soit ils agissaient en collusion et maintenant tentaient de transférer la responsabilité l'un sur l'autre, soit quelqu'un d'entre eux avait menti depuis le début, poursuivant des intérêts propres. En tout cas, la liaison financière entre la mère de Christina et son psychiatre était devenue la preuve la plus importante dans l'affaire. Elle réfutait complètement la version précédemment présentée par les parents selon laquelle Christina fut isolée exclusivement pour sa sécurité et selon les recommandations médicales. Maintenant, les enquêteurs comprenaient que derrière les actions de la famille Novak pourraient se cacher des motifs beaucoup plus complexes et sombres. La fin de l'enquête s'approchait rapidement et l'investigation était déjà devant le choix. Reconnaître ce qui s'était passé comme résultat de circonstances tragiques, faute individuelle de quelqu'un ou conspiration conjointe, dans laquelle furent impliqués tant les parents que le médecin, mais pour l'instant, tant la police que les spectateurs restaient dans l'ignorance sur qui contrôlait réellement cette histoire. Le 22 juillet 2022, le tribunal de Prague a prononcé la sentence dans l'affaire de Christina Novakova. L'enquête, qui dura presque 1 an, révéla finalement complètement le tableau de ce qui s'était passé.
Depuis le début, les parents de Kristina, Eva et Martin Nowak cherchèrent à éviter la publicité de l'état mental de leur fille. Pour eux, c'était plus important que l'aide médicale ou même la loi. Justement la peur que des connaissances, amis ou collègues sachant la vérité devint le point de départ de l'histoire qui choqua la République tchèque. Eva Novakova, ne faisant pas confiance à la médecine officielle et craignant la publicité à travers les hôpitaux et cliniques, demanda de l'aide à la voisine, Zuzana Kovachova. Celle-ci, utilisant ses anciennes connexions dans le milieu médical, organisa la fourniture illégale de médicaments antipsychotiques à travers son mari, Igor Kovač, chargeur dans un entrepôt pharmaceutique. À un moment donné, Martin Nowak décida que la situation avait besoin de plus de secrets. Craignant que les voisins commencent à soupçonner quelque chose, il s'occupa du scellement hermétique de la ventilation entre son appartement et l'appartement des Kovač à l'étage du dessous. Pour cela, Martin utilisa un séchoir industriel et de la résine époxy qu'il appliquait pendant la nuit. L'enquête découvrit que le séchoir accélérait le processus de durcissement du scellant et la nuit, Martin pouvait agir inaperçu. Ainsi, il n'essayait pas seulement de cacher tous les sons que Kristina pourrait faire, mais assurait aussi indirectement le silence des voisins. Zuzana, en plus d'aider dans la fourniture de médicaments, donnait des instructions aux parents sur leur dosage, agissant comme consultante médicale non officielle. La police confirma cela à travers les appels téléphoniques, qui étaient activement maintenus entre Zuzana et Martin jusqu'en 2019, quand le couple comprit que le schéma de fourniture était déjà établi et que des consultations supplémentaires n'étaient plus nécessaires. Cependant, le maillon clé de cette chaîne fut le docteur Marek Bencho, psychiatre officiel de Kristina. Il signait régulièrement tous les documents médicaux nécessaires pour les services sociaux, confirmant l'état grave de Kristina à distance. Le médecin ne connaissait vraiment pas les conditions réelles de son séjour dans l'appartement, mais sa négligence et son désir de recevoir de l'argent pour des consultations régulières influencèrent directement ce qui se passait. Ce furent justement ces consultations à distance qui permirent à la famille d'éviter l'attention rigoureuse des services sociaux pendant presque 4 ans. Durant l'enquête, la version selon laquelle les empreintes digitales d'Eva Novakova, trouvées sur les emballages d'antipsychotiques, n'étaient pas apparues par hasard, fut confirmée. Eva livrait régulièrement des emballages vides à Igor pour recevoir en échange de nouveaux lots de médicaments. Cet échange faisait partie d'un système bien rodé. La police établit que c'était précisément la caméra nocturne du parking des voisins qui avait enregistré ce séchoir dans les mains de Martin. Sa déclaration sur la rénovation du garage s'avéra être un mensonge, avec lequel il tentait de détourner les soupçons du véritable objectif de l'outil. Le lien entre Zuzana et les parents devint également clair. Leurs conversations téléphoniques étaient des instructions sur le dosage et l'application d'antipsychotiques. La famille fit entièrement confiance à ses conseils, bien que Zuzana elle-même n'ait aucune formation médicale. Une telle consultation devint une raison supplémentaire pour laquelle ils ne s'adressèrent pas à de vrais médecins pendant si longtemps. Un des emballages du médicament, produit en 2021, était le résultat d'un achat contrôlé par la police sur le marché illégal où Igor Kovač vendait des médicaments. Ce fut précisément cet emballage qui devint le premier indice sérieux qui permit à l'enquête de révéler toute la chaîne du crime. Le procès fut tendu. Martin Nowak tenta de transférer la culpabilité sur sa femme, affirmant que c'était précisément elle qui avait dirigé tout le système et démontrant au tribunal le virement bancaire au docteur Bencho. Mais au dernier moment, la situation changea drastiquement. Zuzana Kovachova changea inopinément son témoignage et déclara directement dans la salle d'audience que Martin l'avait menacée de graves conséquences si elle décidait de révéler la vérité à la police auparavant. Ce témoignage fut décisif. Maintenant, les deux parents semblaient être coupables aux yeux du tribunal et également responsables de ce qui était arrivé à Kristina. À la fin du procès, Eva et Martin Nowak furent reconnus coupables de toutes les accusations présentées. Le tribunal imposa à tous deux la même peine, 12 ans de prison. Zuzana et Igor Kovač reçurent des peines avec sursis pour complicité et vol de médicaments. Le docteur Marek Bencho fut reconnu coupable de négligence médicale et reçut 2 ans de prison avec sursis.